Depuis des décennies, la société promeut l'idée que la jeunesse est l'apogée de la vie. On nous dit que la vingtaine et le début de la trentaine sont les années de l'énergie illimitée, de la beauté, de l'aventure et de la réussite. La culture populaire, les médias sociaux et même les attentes en matière de carrière renforcent l'idée que si vous n'avez pas réussi à 40 ans, c'est que vous avez pris du retard. Cette obsession de la jeunesse crée une pression silencieuse qui fait craindre le vieillissement, comme si la vie déclinait régulièrement à partir d'un certain point. La réussite, la passion et l'épanouissement personnel sont souvent perçus comme des choses qui doivent se produire tôt dans la vie, ce qui rend beaucoup de gens anxieux à l'idée de manquer de temps. Mais les mots de Jung remettent en question cette illusion. Il suggère que les premières décennies de la vie ne sont qu'une préparation. Accumuler des expériences, faire des erreurs et découvrir qui nous sommes. Ce n'est que plus tard, souvent après 40 ans, que nous commençons à nous comprendre vraiment et à vivre avec clarté, sagesse et détermination. Dans cette vidéo, nous allons démonter le mythe selon lequel la jeunesse est la phase ultime de la vie et explorer les raisons pour lesquelles l'épanouissement arrive souvent bien plus tard que prévu. La véritable croissance ne consiste pas à se précipiter pour tout accomplir jeune, mais à savoir qui l'on est et à embrasser la vie à un niveau plus profond. Lorsque Carl Jung a déclaré « La vie commence vraiment à 40 ans », jusque-là, vous ne faites que de la recherche. Il ne faisait pas simplement une remarque banale sur le vieillissement. Il décrivait un changement fondamental dans le développement humain. Jung pensait que la première partie de la vie consistait principalement à s'adapter au monde extérieur, tandis que la seconde moitié était le moment où commençait la véritable croissance psychologique. Cette transformation est au cœur de son concept d'individuation, le processus qui permet de devenir un moi entier et authentique. Au cours des premières années de notre vie, le développement de l'ego occupe une place prépondérante. Nous nous construisons une identité basée sur des attentes extérieures. Réussir à l'école, construire une carrière, établir des relations et se conformer aux normes de la société. Cette phase est nécessaire car elle nous aide à fonctionner dans le monde, mais elle a souvent un coût. Nous nous identifions trop aux rôles sociaux. Étudiants, professionnels, conjoints, parents, nous courons après des réalisations extérieures, les confondant avec un épanouissement plus profond. Nous réprimons les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas à l'image que nous pensons devoir maintenir. À ce stade, nous recherchons la vie. Accumulons les expériences sans les intégrer pleinement dans une compréhension plus profonde de qui nous sommes. De nombreuses personnes atteignent un stade où, malgré une réussite apparente, elles ressentent un vague sentiment de vide ou d'insatisfaction. Pour Jung, la seconde moitié de la vie, qui commence généralement vers le milieu de la vie, est l'occasion de s'individuer. Contrairement à la première phase, qui se concentre sur le développement extérieur, cette étape concerne la transformation intérieure. Dépasser les désirs motivés par l'ego et embrasser un sens plus profond du but à atteindre. Intégrer les aspects refoulés de nous-mêmes, que Jung appelait l'ombre, reconnaître que l'épanouissement ne vient pas des réalisations, mais de la conscience de soi et de l'authenticité. Cette transition ne se fait pas toujours sans heurts. Nombreux sont ceux qui traversent une crise de la quarantaine lorsque les anciens modes de vie ne leur apportent plus de satisfaction. Mais Jung soutient que cet inconfort est nécessaire. C'est un appel à dépasser les couches superficielles de l'identité et à mener une existence plus significative et plus épanouie. La vraie vie ne commence donc pas lorsque nous atteignons un certain âge, mais lorsque nous commençons à embrasser ce processus d'individuation. La sagesse et l'épanouissement que nous recherchons ne viennent pas d'une éternelle jeunesse, mais de l'évolution vers la personne que nous avons toujours été censés être. La crise de la quarantaine est souvent présentée comme un cliché. Un cadre vieillissant qui achète une voiture de sport, une personne qui quitte son conjoint pour un partenaire plus jeune, ou une personne qui se met soudainement à rechercher des sensations fortes. Mais en réalité, la crise de la quarantaine ne se résume pas à des décisions impulsives. Il s'agit d'un tournant psychologique, d'une confrontation entre l'ego et l'inconscient. Pendant la première moitié de leur vie, la plupart des gens suivent un chemin prévisible. Ils construisent une carrière. Ils nouent des relations et fondent des familles. Ils s'efforcent d'atteindre la sécurité financière et la reconnaissance sociale. Mais vers le milieu de la vie, généralement entre 35 et 50 ans, beaucoup commencent à ressentir un conflit intérieur profond et troublant. Le monde extérieur leur dit qu'ils devraient y se sentir accomplis, mais quelque chose manque à l'intérieur. C'est le conflit entre l'ego et l'inconscient.
L'ego, la partie de nous qui recherche l'accomplissement et le statut, a passé des années à réprimer des désirs plus profonds, des peurs et des aspects insatisfaits du moi. Jung pensait que l'inconscient commençait à se rebiffer à la quarantaine et à réclamer de l'attention. S'il est ignoré, ce conflit peut se manifester sous forme d'anxiété, de dépression, d'agitation ou d'insatisfaction à l'égard de tout ce que l'on appréciait auparavant. De nombreuses personnes qui traversent une crise de la quarantaine ont coché toutes les bonnes cases. Elles ont de l'argent, un statut ou une vie bien structurée. Pourtant, ces réalisations extérieures ne leur procurent plus la même joie. Pourquoi ? Parce que le succès extérieur n'a jamais été conçu pour apporter une profonde compréhension de soi. Les gens commencent à réaliser. Ils ont vécu selon les attentes de la société plutôt que selon les leurs. Leurs ambitions étaient alimentées par leur ego et non par une véritable signification personnelle. Les choses qu'ils pensaient pouvoir apporter le bonheur, la richesse, la célébrité ou même les relations, leur paraissent vides. Cette désillusion est douloureuse, mais elle est aussi nécessaire. Elle indique qu'il est temps d'arrêter de vivre uniquement pour obtenir une validation extérieure et de commencer à rechercher l'épanouissement intérieur. L'appel de l'inconscient. Pourquoi les gens se sentent-ils attirés par un sens plus profond à ce stade ? Au milieu de la vie, l'inconscient pousse vers l'avant tout ce qui a été ignoré pendant la première moitié de la vie. Il peut s'agir d'un côté créatif refoulé qui a été sacrifié au profit d'une carrière stable. Des blessures émotionnelles du passé qui n'ont jamais été complètement traitées. Une aspiration à un but plus profond, au-delà de l'argent et du succès matériel. S'il est assumé, cet appel intérieur peut conduire à une transformation personnelle. Au lieu de courir après la jeunesse ou la validation externe, une personne peut commencer à explorer qui elle est vraiment, au-delà de ses rôles sociétaux. Les crises de la quarantaine ne sont pas toutes identiques. Certaines conduisent à des comportements destructeurs, fuir les responsabilités, prendre des décisions imprudentes ou tenter de retrouver sa jeunesse par des moyens superficiels. Il s'agit là de réactions enracinées dans la peur du changement plutôt que dans l'acceptation de la transformation. Une crise de la quarantaine transformatrice, en revanche, consiste à s'interroger sur soi et à grandir. Au lieu de fuir, la personne commence à réévaluer ses valeurs et ses priorités. Intégrer les parties négligées d'elle-même, chercher un sens à sa vie au-delà du succès extérieur. Pour Jung, la crise de la quarantaine n'est pas une rupture, mais une percée. Un moment où une personne a la possibilité de passer d'une vie axée sur l'ego à une existence plus authentique et plus épanouie. La véritable crise n'est pas le vieillissement, mais la résistance à la croissance. Les personnes qui abordent cette phase avec curiosité plutôt qu'avec crainte constatent souvent que la seconde moitié de leur vie leur offre plus de profondeur, de sens et de paix intérieure qu'elles n'en ont jamais connu auparavant. Au milieu de la vie, de nombreuses personnes ressentent un malaise croissant, non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce que quelque chose en elles n'a pas été vécu. C'est là que le concept de l'ombre de Carl Jung entre en jeu. L'ombre représente les parties de nous-mêmes que nous avons supprimées, rejetées ou ignorées, souvent pour nous conformer aux attentes de la société. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à agir d'une manière acceptable pour notre famille, notre école et notre communauté. Certaines émotions, certains désirs et même certains talents peuvent avoir été qualifiés de mauvais ou d'irréalistes, ce qui nous oblige à les repousser dans l'inconscient. Cela crée une face cachée de la personnalité, un réservoir de tout ce que l'on nous a dit être inacceptable, faible ou dangereux. En voici un exemple. Une personne élevée pour être toujours gentille peut réprimer sa colère et son assurance. Une personne à qui l'on a enseigné que la stabilité est plus importante que la passion peut ignorer ses rêves créatifs. Une personne qui craint d'être rejetée peut avoir enfoui ses désirs profonds d'intimité et de connexion. Si ces refoulements nous permettent de fonctionner dans la société, ils ne disparaissent pas pour autant. Ils restent dans l'inconscient, attendant d'être reconnus. La première moitié de la vie est consacrée à la construction d'une identité. La seconde moitié consiste à la remettre en question. Au milieu de la vie, le poids de la vie non vécue devient plus difficile à ignorer. L'ombre commence à faire surface, non pas par des pensées logiques, mais par des émotions, des angoisses et des réactions inattendues. Cela peut se manifester par une frustration ou un ressentiment soudain sans cause évidente. Sentiment de déconnexion par rapport à la personne que vous êtes devenue.
Un désir de quelque chose de plus, sans savoir exactement ce que c'est. Il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une invitation à intégrer les parties de nous-mêmes qui ont été mises de côté. Selon Jung, l'inconscient nous parle à travers les rêves, les angoisses et les troubles intérieurs. Au milieu de la vie, ces messages deviennent plus forts. Les rêves récurrents peuvent révéler des émotions enfouies depuis longtemps ou des conflits non résolus. Des angoisses soudaines peuvent révéler des peurs que nous n'avons jamais affrontées dans notre jeunesse. Des changements émotionnels profonds peuvent signaler un besoin de changement, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. S'ils sont ignorés, ces messages peuvent conduire à un comportement autodestructeur, liaison, dépendance, décision imprudente. Mais s'ils sont affrontés avec courage, ils peuvent à nous guider vers la connaissance de soi et la transformation personnelle. Selon Jung, la véritable acceptation de soi passe par l'acceptation de l'ombre, et non par son évitement. Cela ne signifie pas qu'il faille céder à tous les désirs refoulés, mais plutôt qu'il faut reconnaître les parties de l'ombre qui sont en danger, reconnaître les parties de soi que l'on a ignorées, comprendre pourquoi vous les avez supprimées, les intégrer d'une manière qui mène à la plénitude. Par exemple, si quelqu'un a réprimé son côté créatif pour poursuivre une carrière stable, le milieu de la vie peut être le moment d'honorer enfin ce côté, que ce soit par l'art, l'écriture ou une réorientation professionnelle. Si quelqu'un a nié ses émotions pour paraître fort, le milieu de la vie peut être le moment d'embrasser la vulnérabilité et des relations plus profondes. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de devenir ce que vous avez toujours été sous les couches de conditionnement. L'intégration de l'ombre est le chemin vers la véritable authenticité et, en fin de compte, vers la paix intérieure. Carl Jung pensait que la seconde moitié de la vie n'était pas seulement une question de vieillissement, mais aussi de transformation. Si la première moitié de la vie est axée sur la construction d'un ego fort, c'est-à-dire sur la réussite, la stabilité et la reconnaissance, la seconde moitié consiste à se défaire de ses repères extérieurs et à rechercher quelque chose de plus profond. C'est à ce stade que beaucoup commencent à dépasser le matérialisme et les attentes de la société pour rechercher un sens intérieur. Pendant des décennies, les gens s'efforcent de répondre à la définition sociale de la réussite. Une carrière stable, la sécurité financière, une réputation respectée, une famille ou un parcours de vie traditionnel. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, beaucoup se rendent compte que les réalisations extérieures, bien que précieuses, ne procurent pas d'épanouissement durable. Un sentiment profond de « est-ce tout ce qu'il y a ?» commence à émerger. Il ne s'agit pas de rejeter la réussite matérielle, mais de redéfinir les priorités. Les gens commencent à se demander « qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Ai-je vécu selon mes propres valeurs ou selon celles de quelqu'un d'autre ? Quelle partie de moi-même ai-je ignorée dans la poursuite du succès ? » À ce stade, le sens devient plus important que la réussite. Ce n'est pas une coïncidence si, à partir de la quarantaine, de nombreuses personnes sont davantage attirées par la spiritualité, la philosophie ou une introspection plus profonde. Les aspirations égoïstes de la jeunesse ne semblent plus aussi urgentes, et c'est plutôt un désir de paix intérieure et de compréhension qui s'installe. C'est pourquoi beaucoup se tournent vers la méditation, la pleine conscience ou les pratiques contemplatives. L'exploration de questions philosophiques ou existentielles sur la vie et la mort. Développer un lien plus profond avec la nature, l'art ou l'expression créative. La recherche de la sagesse dans les traditions anciennes ou l'introspection personnelle. Il ne s'agit pas de trouver un système de croyances rigide, mais de découvrir une manière plus authentique d'être. Jung s'intéressait profondément à la dimension spirituelle de la vie humaine. S'il n'était pas religieux au sens traditionnel du terme, il considérait la religion et le mysticisme comme des moyens de se connecter à l'inconscient et au moi profond. Il pensait qu'au cours de la seconde moitié de la vie, les gens commencent naturellement à chercher le symbolisme et les mythes qui aident à expliquer leur cheminement personnel. Des expériences mystiques qui apportent un sentiment d'unité avec quelque chose de plus grand que soi. Une sagesse intérieure plutôt qu'un dogme rigide. Jung considérait cette transformation spirituelle comme une forme d'évolution psychologique, un moyen de réconcilier l'ego avec le moi profond et inconscient. Au lieu de s'en remettre à une autorité extérieure, les individus commencent à faire confiance à leur propre guide intérieur. Tout le monde ne réussit pas à passer à cette phase.
Certains résistent au changement, s'accrochant désespérément à leur jeune moi, à la recherche de la jeunesse, du statut ou de la validation extérieure. D'autres, en revanche, embrassent le changement intérieur et trouvent un sens plus profond de la paix. La paix, ils ne ressentent plus le besoin de faire leurs preuves. Sagesse, comprendre la vie d'un point de vue plus large et plus réfléchi. Authenticité, vivre en accord avec ses vraies valeurs plutôt qu'avec les attentes sociales. Pour Jung, la seconde moitié de la vie est l'occasion de devenir enfin entier. Il ne s'agit pas d'un déclin, mais d'un éveil. Les personnes qui acceptent cette transformation constatent que la vie ne diminue pas après 40 ans, mais qu'elle devient plus riche, plus profonde et plus significative que jamais. Lorsque nous entrons dans la seconde moitié de notre vie, un phénomène profond se produit. L'ambition s'estompe, mais la sagesse grandit. Ce n'est pas parce que les gens cessent de se soucier des autres, mais parce que leurs priorités changent. La quête incessante de statut et de réussite qui a dominé leurs jeunes années commence à leur sembler moins importante. À sa place, un sens plus profond de la signification, de l'objectif et de l'héritage émerge. Dans la jeunesse, nous sommes souvent accaparés par la recherche du succès, de la reconnaissance et de la preuve de notre valeur. Nous courons après les promotions, la richesse et les jalons personnels, croyant qu'ils nous apporteront un épanouissement durable. Mais à l'approche de la quarantaine, beaucoup commencent à reconnaître une vérité puissante. Les réussites ne mènent pas nécessairement à la sagesse, c'est la réflexion qui le fait. Selon Jung, la sagesse ne s'acquiert pas simplement par l'accumulation de connaissances ou d'expériences, mais par la capacité à prendre du recul, à intégrer ces expériences et à voir la vie dans une perspective plus large. Ceux qui restent prisonniers de l'ambition peuvent accumuler du pouvoir et du statut, mais il manque souvent du calme intérieur et de la clarté qu'exige la véritable sagesse. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est omniprésente. Les gens ont accès à un savoir illimité au bout des doigts, mais la sagesse reste rare. Cela s'explique par le fait que la connaissance est externe. Il s'agit de faits, de compétences et d'expertise. La sagesse est interne. Elle concerne la compréhension, la perspective et le discernement. Une personne bien informée peut savoir comment réussir dans une carrière, mais une personne sage sait quand abandonner le succès extérieur au profit de la paix intérieure. Le savoir peut être enseigné, mais la sagesse doit être acquise par la réflexion personnelle et l'expérience de la vie. L'une des plus grandes difficultés auxquelles les gens sont confrontés au milieu de la vie est la perte de leur identité extérieure. Si une personne s'est définie par son travail, son statut social ou ses réalisations, elle peut se sentir perdue lorsque ces éléments ne sont plus au centre de sa vie. Mais cette phase de la vie ne consiste pas à perdre son but, mais à le redéfinir. Au milieu de la vie et au-delà, l'objectif s'oriente souvent vers les domaines suivants. Le mentorat, guider les jeunes générations grâce à des leçons de vie durement acquises. Créativité, s'exprimer d'une manière qui était auparavant mise de côté. Service, contribuer à une cause, à une communauté ou à un bien plus grand. Croissance personnelle, approfondir sa compréhension de la vie, de soi et des autres. Lorsque les gens se détachent de la validation externe et cherchent un sens à l'intérieur d'eux-mêmes, ils trouvent souvent un nouveau type d'épanouissement qui ne dépend pas d'un succès éphémère. En vieillissant, les gens commencent à penser à ce qu'ils laisseront derrière eux, non pas en termes de richesse ou de statut, mais en termes d'impact. Jung y voit un aspect naturel de l'individuation, le désir de contribuer à quelque chose de significatif avant que le voyage ne s'achève. L'héritage n'est pas seulement une question de réputation, c'est une question d'importance. Certains construisent leur héritage par leur travail, d'autres par leurs relations et d'autres encore par la sagesse qu'ils transmettent. À ce stade, les gens s'interrogent. Pourquoi se souviendra-t-on de moi? Ai-je vécu en accord avec mes vraies valeurs? Comment puis-je utiliser le temps qu'il me reste pour faire une différence significative? Les personnes qui abordent cette étape avec ouverture et détermination constatent que le vieillissement n'est pas une perte, mais un cadeau. La pression de faire ses preuves s'estompe, remplacée par une confiance tranquille, une compréhension que le véritable épanouissement ne vient pas de ce que nous accomplissons, mais de ce que nous devenons. Pendant la majeure partie de notre vie, on nous dit que la jeunesse est l'apogée, que nos meilleures années se situent dans la vingtaine et la trentaine, et que le vieillissement est une chose à craindre. Mais la philosophie de Carl Jung offre une perspective radicalement différente.
Le véritable voyage ne commence pas avant le milieu de la vie. Lorsque nous atteignons 40 ans, nous ne sommes plus seulement en train de chercher, d'expérimenter ou de faire nos preuves. Nous avons accumulé des expériences, des succès et des échecs. Nous avons construit une identité. Et maintenant, pour la première fois, nous avons la possibilité de vivre non pas pour l'approbation extérieure, mais pour l'épanouissement intérieur. La seconde moitié de la vie offre une libération de la pression sociétale. Le besoin d'impressionner les autres s'estompe, remplacé par un sentiment plus profond d'acceptation de soi. Une plus grande sagesse. Les décisions sont prises avec plus de clarté et ne sont pas basées sur des désirs éphémères ou des insécurités. Un sens plus riche. La vie ne consiste plus à courir après le succès, mais à embrasser ce qui compte vraiment. Ceux qui reconnaissent ce changement ne craignent pas le vieillissement, ils l'embrassent. Jung nous enseigne que le milieu de la vie n'est pas une crise, mais un éveil. Le malaise, les interrogations et même les luttes ne sont pas des signes de déclin, mais des signes de transformation. Au lieu de résister au changement, nous pouvons reconnaître l'ombre, comprendre et intégrer les parties de nous-mêmes que nous avons autrefois rejetées. Lâcher les ambitions dépassées, dépasser le besoin de statut de l'ego et rechercher un sens plus profond. Suivre l'appel de l'inconscient. Croire que la seconde moitié de la vie recèle une sagesse, un but et une croissance que la jeunesse n'a jamais pu offrir. Ainsi, le milieu de la vie n'est pas une fin, mais une renaissance. La clé d'une seconde moitié de vie épanouie n'est pas extérieure, elle est intérieure. L'autoréflexion nous permet de voir au-delà des vieux conditionnements. Le travail intérieur nous aide à intégrer nos expériences passées dans une perception plus profonde de nous-mêmes. L'acceptation du changement conduit à la paix plutôt qu'à la peur, à un but plutôt qu'à des regrets. En abandonnant des identités dépassées et en embrassant ce que nous sommes vraiment, nous entrons dans une phase de la vie plus authentique, plus libre et plus significative que jamais. Si la première moitié de la vie a été consacrée à la construction de soi, la seconde moitié est consacrée à la compréhension de soi. C'est à ce moment-là que la vraie sagesse émerge. C'est à ce moment-là que la vraie paix devient possible. Lorsque nous cessons de courir et commençons à être. Le message de Jung est clair. La vie ne s'arrête pas à 40 ans. Elle commence enfin.